Le 14 février 1944, sur l'aérodrome de Foggia en Italie, le capitaine Alessandro Toriani se dirigea à grands pas vers son chasseur Machi C-202 Folgore sous le soleil matinal qui projetait de longues ombres. À 24 ans, cet as avait revendiqué 12 avions alliés dans le ciel italien. Son assurance était palpable, son arrogance évidente. Il pilotait l'un des meilleurs chasseurs italiens et venait de recevoir des informations sur un nouvel avion américain qui le faisait en discuter avec ses collègues pendant leur pause expresso matinale. Vous avez vu les photos de ce nouveau chasseur américain cria Toriani au lieutenant Marco Santini qui inspectait son avion non loin de là. On l'appelle le Corsair. Regardez ses ailes se courber comme une mouette et ce nez massif. On dirait qu'ils ont attaché un moteur à une baignoire volante, répondit Santini en jetant un coup d'œil aux photos de reconnaissance qui circulaient parmi les pilotes italiens depuis des semaines. Le F-4U Corsair, contrairement aux élégants chasseurs Machi, semblait étrange avec ses ailes de mouette inversées et son long nez dû à son imposant moteur radial Pratt & Whitney, ce qui causait des difficultés aux pilotes lors du roulage. On dirait que les Américains ont perdu la tête, plaisantait Santini, trouvant amusant l'idée qu'un appareil aussi peu attrayant puisse voler aussi bien. Notre Folgore surpassera sans effort cet avion lourdeau. Ces pilotes italiens étaient loin de se douter qu'ils avaient affaire à l'un des avions de chasse les plus meurtriers jamais conçus. Malgré son allure atypique, le F-4U Corsair était un chef-d'œuvre technologique qui allait révolutionner le combat aérien sur les théâtres du Pacifique et de la Méditerranée. Bientôt, leur moquerie se transforma en peur lorsqu'ils découvrirent que l'objet qu'ils avaient ridiculisé était en réalité un signe avant-coureur de mort. L'histoire du F-4U Corsair ne remonte pas à son introduction sur le champ de bataille, mais à un besoin pressant de rapidité et de puissance de feu en 1940 qui poussa les ingénieurs américains à dépasser les limites, lorsque l'US Navy demanda un nouveau chasseur pour porte-avions. Les spécifications semblèrent quasiment irréalisables. L'avion devait dépasser les vitesses existantes, embarquer suffisamment d'armement pour anéantir les bombardiers ennemis, tout en restant opérationnel depuis les porte-avions. Rex Beisel, le principal concepteur de Vought, se trouva confronté à un problème fondamental. Pour atteindre la vitesse spécifiée, il lui fallait le moteur le plus puissant du marché, le colossal Pratt & Whitney R2800 double wasp de 2000 chevaux. Or, ce moteur était colossal, nécessitant une hélice de plus de 4 mètres de diamètre pour transformer efficacement cette puissance en poussée. Une hélice aussi imposante aurait percuté le sol si elle avait été installée sur un chasseur conventionnel. La conception de Beisel était révolutionnaire, avec l'emblématique structure en aile de mouette inversée, adoptée plus tard par le Corsair. En inclinant les ailes vers le bas depuis le fuselage, puis vers le haut vers les extrémités, il a positionné le train d'atterrissage au point le plus bas de l'aile, offrant un dégagement suffisant pour la grande hélice sans allonger les robustes supports de jambes. Cela a donné naissance à un avion unique en son genre. Le F-4U Corsair était un mélange d'esthétique, à la fois beau et original, gracieux en vol mais peu agile au sol, maniable par les pilotes expérimentés, mais mortel pour ceux qui sous-estimaient son potentiel. Dès leur début, en 1942, les corsaires de série ont battu des records. Le F-4U est devenu le premier chasseur américain à dépasser les 640 km/h en vol horizontal, atteignant une vitesse de pointe de 670 km/h, soit la vitesse la plus rapide de tous les chasseurs opérationnels au monde à l'époque. La vitesse n'était qu'un des nombreux atouts du Corsair. Son armement était destructeur en comparaison. 6 mitrailleuses Browning M2 de calibre 150 étaient de fixées aux ailes, chacune tirant 750 coups par minute. Tirer les 6 simultanément générait une cadence de tir capable de couper littéralement un avion ennemi en deux. Les balles de calibre 50 n'étaient pas seulement abondantes, elles étaient imposantes, pesant chacune près de 57 grammes et parcourant plus de 850 mètres par seconde. Cependant, le principal avantage du Corsair était indéterminé. Il était construit avec la même robustesse qu'un char d'assaut. La structure de l'appareil était fortement renforcée pour résister aux opérations sur porte-avions, encaissant d'importants dégâts au combat et restant en vol. Le pilote était installé dans un cockpit blindé, protégé par des vitres pare-balles, c'était des plaques d'acier résistantes aux balles de fusil et aux éclats d'obus. Le F-4U Corsair, alliant vitesse, puissance de feu et robustesse, était une arme révolutionnaire. Pourtant, comme de nombreuses armes révolutionnaires, il lui fallut du temps pour déployer tout son potentiel. Les premiers corsaires furent confrontés à plusieurs problèmes qui entravaient leur déploiement au combat. L'atterrissage sur porte-avions était problématique en raison d'une visibilité réduite et d'un maniement délicat. Le moteur robuste produisait des effets de couple qui surprenaient les pilotes inexpérimentés. Plus grave encore, le Corsair souffrait d'un problème de décrochage imprévisible, une caractéristique fatale pour plusieurs pilotes d'essai. Ces problèmes conduisirent l'US Navy
a exclure initialement le Corsair des opérations sur porte-avions, le jugeant inadapté à une utilisation à bord de navires. Les premiers F-4U furent alors affectés à des escadrons du corps des Marines basés sur des bases terrestres où les caractéristiques techniques de l'appareil étaient plus faciles à maîtriser. Cette décision s'avéra bénéfique car les pilotes des Marines purent exploiter pour la première fois les capacités létales du Corsair. Simultanément, sur le théâtre méditerranéen, les pilotes italiens, sous le commandement du capitaine Toriani, maintinrent leur domination aérienne grâce à des chasseurs Macchi C-202 Folgore. Le Folgore était indéniablement un avion impressionnant, rapide, agile et esthétique. Propulsé par un moteur allemand Daimler-Benz, il pouvait dépasser les 300 sous-unités et atteindre rapidement de grandes altitudes. Manié par des pilotes italiens expérimentés, il démontra sa valeur au combat contre les chasseurs alliés. La Regia Aeronautica, armée de l'air italienne, aborda la Seconde Guerre mondiale avec optimisme et une expertise remarquable. Les pilotes italiens étaient bien préparés et expérimentés, plusieurs ayant perfectionné leurs compétences pendant la guerre civile espagnole. Bien que moins nombreux que leurs adversaires, leurs appareils excellaient souvent par leur conception et leur performance. À la même époque, le Macchi C-202 était largement reconnu comme un chasseur de premier plan. Cependant, début 1944, l'aviation italienne se trouva confrontée à une situation désastreuse. Après la capitulation de l'Italie face aux Alliés en septembre 1943, les forces allemandes occupèrent le nord de l'Italie et instaura la République sociale italienne sous le contrôle officiel de Mussolini. Les pilotes italiens se retrouvèrent alors confrontés à un dilemme. Ils affrontèrent leurs anciens alliés tout en servant leur gouvernement légitime. Les troubles politiques eurent de graves répercussions sur la puissance aérienne italienne. De nombreux pilotes expérimentés firent défection auprès des Alliés ou cessèrent complètement de voler, la production aéronautique fut quasiment interrompue et la pénurie de pièces détachées s'accentua. Par conséquent, des pilotes comme Toriani et Santini pilotèrent souvent des avions reconstitués à partir de pièces de récupération et de carburant suspects. Malgré les obstacles, les pilotes italiens conservèrent leur conviction et leur détermination au combat. Ils avaient de bonnes raisons d'espérer. Leurs chasseurs Macchi excellèrent à maintes reprises en combat rapproché contre les avions alliés et ils connaissaient parfaitement le paysage local. Lorsque les rapports des services de renseignement firent surface concernant le nouveau chasseur américain Corsair, ils ne manifestèrent aucune inquiétude. Les images de reconnaissance semblaient correspondre à leurs attentes. Le F-4U Corsair ne ressemblait en rien à un avion de chasse classique. Ses ailes incurvées semblaient structurellement fragiles. Son nez volumineux gênait la visibilité vers l'avant. Et ses dimensions globales suggéraient un avion conçu par un comité plutôt que par des ingénieurs rompus aux exigences du combat aérien. « Regardez-moi ça », dit Toriani à ses collègues pilotes réunis autour des photos des services de renseignement. « Les Américains semblent avoir épuisé leur créativité. On dirait un dessin d'enfant si on leur demandait de concevoir un avion. À quoi bon le considérer comme insignifiant ? Le scepticisme des pilotes italiens est compréhensible. Après tout, ils affrontent les avions alliés depuis des années, maîtrisant les stratégies face à chaque modèle. Le P-51 Mustang était rapide mais fragile, le P-47 Thunderbolt robuste mais encombrant, et le Spitfire agile mais à l'autonomie limitée. Chaque chasseur allié possédait des forces et des faiblesses uniques que les pilotes expérimentés pouvaient exploiter. Cependant, le F-4U Corsair se démarquait. Il combinait des attributs inédits en un seul appareil. Il était plus rapide que le Mustang, plus robuste que le Thunderbolt et plus lourdement armé que tous les chasseurs ennemis précédents. De plus, il était piloté par des pilotes entraînés à optimiser ses caractéristiques uniques. Les premiers escadrons de Corsair des Marines arrivèrent dans le Pacifique début 1943 et leurs premières rencontres furent variées. Lors de l'entraînement et des premiers combats, la maniabilité difficile de l'avion avait entraîné la perte de plusieurs pilotes. Cependant, fin 1943, les pilotes des Marines avaient élaboré des tactiques exploitant les atouts du Corsair tout en atténuant ses faiblesses. Pour ce faire, ils évitaient les combats en virage où le poids et la taille du Corsair le désavantageaient face à des adversaires plus agiles. Au lieu de cela, les pilotes de Corsair apprirent à utiliser la vitesse et le taux de montée de leur appareil pour dicter les conditions d'engagement. Ils piquaient sur les formations ennemies depuis haute altitude, effectuèrent des passes de tir rapides, puis prenaient de l'altitude avant que l'ennemi ne puisse riposter. Ce nouveau style de guerre aérienne privilégiait les économies d'énergie aux techniques traditionnelles de combat aérien, et il allait bientôt être mis en œuvre sur le théâtre méditerranéen. En janvier 1944, des pilotes expérimentés des Marines, forts de leur expertise, acquises lors de féroces batailles aériennes aux îles Salomon, commencèrent à piloter les premiers F-4U Corsair sur les aérodromes alliés italiens. Outre la supériorité de leurs appareils, ces pilotes possédaient de précieuses connaissances pour optimiser leur utilisation.
Le major Gregory Papin, Papy de Boyington, un as renommé des Marines, fut parmi les premiers à apprécier le potentiel du Corsair. Il informa ses collègues pilotes que le F-4U n'était pas un simple chasseur, mais une arme entièrement nouvelle. Il leur fut conseillé d'abandonner les tactiques traditionnelles de combat aérien et d'utiliser plutôt sa vitesse et sa puissance de feu, tout en évitant de donner une chance à l'ennemi. Cette stratégie allait bientôt se heurter à certains des pilotes les plus compétents au monde, notamment des as italiens comme Toriani, forts de nombreuses années d'expérience au combat et d'une connaissance approfondie des capacités de leur avion. Ils naviguaient dans des cieux familiers, au-dessus de terrains qu'ils connaissaient intimement. Ils avaient tous les avantages, sauf un. Ils n'avaient jamais rencontré le F-4U Corsair. Cela allait changer dans un conflit qui allait anéantir l'assurance italienne et souligner le caractère révolutionnaire de la conception aéronautique américaine. Les pilotes qui s'étaient moqués de l'apparence étrange du Corsair allaient apprendre une dure leçon. En combat aérien, les apparences ne peuvent être terriblement trompeuses. Après avoir terminé sa visite pré-vol et s'être installé dans le cockpit de son Macchi C-202, le capitaine Toriani ressentit le regain de confiance familier qui nourrissait d'innombrables missions réussies. Son avion était un spécimen de premier ordre, agile sous ses ordres et capable d'exploits qui laisseraient ses adversaires désemparés et vaincus. Il ne voyait aucune raison pour que cette mission déroge à la norme. Le briefing des services de renseignement avait été standard. Des bombardiers alliés arrivant du sud, protégés par leurs effectifs habituels de P-51 et de P-47. Dans la région, on rapportait la présence de chasseurs corsaires modernes, mais Toriani et ses camarades les considérèrent davantage comme des nouveautés que comme des dangers. Avec sa conception apparemment dénuée de toute connaissance des véritables avions de chasse, quel danger pouvait bien représenter cet appareil? Tandis que le moteur Daimler-Benz de Toriani s'activait et que l'hélice tournoyait, il ressentit une vague d'excitation familière. Quelques instants plus tard, s'élevant vers un nouvel affrontement avec l'adversaire, il anticipait un nouvel élan d'adresse et de bravoure, culminant avec un nouveau symbole de victoire gravé sur le nez de son appareil. Cependant, Toriani n'était pas préparé à cet avion qui allait remettre en question sa compréhension du combat aérien. Le F-4U Corsair n'était pas un simple avion de chasse. Il marquait un tournant dans la guerre aérienne où les tactiques de combat aérien traditionnelles seraient bientôt aussi archaïques que les biplans de la Première Guerre mondiale. Ridiculisant initialement l'apparence du Corsair, les pilotes italiens étaient sur le point de découvrir que ses concepteurs avaient privilégié la létalité à l'esthétique. Chaque détail de la conception du F-4U visait un seul objectif, la destruction rapide et efficace des avions ennemis. Les ailes courbées, apparemment peu esthétiques, lui conféraient une résistance exceptionnelle et accueillaient le robuste train d'atterrissage nécessaire aux opérations sur porte-avions. Un nez colossal abritait non seulement un moteur, mais le moteur de chasse le plus puissant au monde. Point crucial, les 6 mitrailleuses de calibre 50 représentaient une avancée significative dans l'armement des chasseurs, une nette amélioration par rapport aux chasseurs précédents, généralement équipés de 4 canons, voire moins, souvent de plus petits calibres. Les 6 mitrailleuses de calibre 50 du Corsair pouvaient tirer 4500 coups par minute, capables d'anéantir n'importe quel avion en quelques secondes. À l'insu de Toriani, alors qu'il manœuvrait vers la piste, son monde était au bord d'une transformation permanente. L'as de l'aviation italien sûr de lui, qui raillait le radeau volant américain, était sur le point de réaliser qu'il se moquait de sa fin imminente. Le F-4U Corsair approchait, annonçant un nouveau chapitre de la guerre aérienne. La question n'était pas de savoir si le Corsair démontrerait ses prouesses au combat. Les pilotes des Marines dans le Pacifique avaient déjà fourni une réponse sans ambiguïté. La véritable question était de savoir si les pilotes italiens, aussi compétents et expérimentés soient-ils, sauraient s'adapter suffisamment vite pour survivre à leur première rencontre avec un avion symbolisant l'avenir de la conception des avions de chasse. Alors que le Macchi de Toriani quittait la piste et s'élevait vers le soleil matinal, il se dirigeait non seulement vers une nouvelle mission, mais vers un rendez-vous fatal avec l'histoire. La moquerie qui emplissait autrefois les salles de préparation italiennes allait bientôt céder la place à un son totalement différent. Le sifflement unique de 6 mitrailleuses de calibre 50 fendant le ciel méditerranéen. À 4500 mètres au-dessus de la campagne italienne, le capitaine Toriani les aperçut d'abord. Un groupe de points noirs avançant du sud-est, contrastant avec le soleil de l'après-midi. Il les reconnut aussitôt comme une formation de bombardiers, 12 B-25 Mitchell volant en formation serrée, leurs 2 moteurs ronronnant régulièrement vers leur objectif. Cependant, ce furent les chasseurs d'escorte qui retinrent son attention et déclenchèrent un sourire d'impatience. « Contact à 2 heures », annonça Toriani à son escadrille de 4 chasseurs Macchi. « J'en compte 8, non 12 chasseurs d'escorte, on dirait nos Mustangs habituels. » À mesure que la portée diminuait, la silhouette unique des F-4U Corsair devint apparente.
Même de loin, leurs ailes de mouette inversées et leur large nez étaient distincts. Toriani ressentit une vague d'excitation mêlée d'amusement. Il allait enfin avoir l'occasion de tester ces chasseurs américains dont on parlait tant en combat réel. La voix du lieutenant Santini résonna à la radio. On dirait les derniers corsaires. Il les trouvait encore moins attrayants en vrai qu'en photo, avec leurs ailes particulières. De leur point de vue, les pilotes italiens ne discernaient pas l'ordre de formation méticuleux des corsaires qui arrivaient. Ces Marines avaient bien appris leur leçon, forgée dans le feu des combats du Pacifique, où un instant d'inattention signifiait une mort certaine. Ils volaient en étroite collaboration, chacun soutenant l'autre, chaque pilote scrutant le ciel avec vigilance, tout en maintenant un alignement précis avec son ailier. Le major Robert Cowboy Cowan, au commandement de la formation des corsaires, identifia rapidement les chasseurs italiens dès leur apparition. Contrairement à leurs homologues trop confiants, Cowan ne ressentait aucun amusement à la perspective d'une bataille. Trop de pilotes expérimentés avaient perdu la vie en sous-estimant leurs ennemis. Mais il connaissait le potentiel de ces F-4U et faisait confiance à ses pilotes pour exploiter efficacement les atouts de leurs appareils. « Ennemi en altitude à 11 heures », déclara Cowan d'un ton calme à la radio. « 4 cibles semblent être des maquis. Souvenez-vous de votre briefing, messieurs. Nous possédons vitesse et puissance de feu. Utilisez-les. » Le scénario stratégique devait illustrer la distinction fondamentale entre le combat aérien conventionnel et les tactiques modernes axées sur l'énergie, rendues possibles par le corsaire. Les pilotes italiens, fidèles à la stratégie traditionnelle de la chasse, entamèrent rapidement des manœuvres pour se placer en position favorable et engager un combat en virage. Ils prirent légèrement de l'altitude et se dispersèrent. Prévoyant de surpasser leurs adversaires grâce à l'agilité supérieure de leurs appareils, le plan de Toriani était un classique de 1940. Il dirigerait l'ascension par une manœuvre de virage, les positionnant au-dessus et derrière la formation américaine, puis plongerait pour un tir de déviation conventionnel avant de remonter en virage ascendant destiné à contraindre les Américains à poursuivre. En combat aérien, l'agilité de nos avions se révélerait rapidement supérieure, faisant des encombrants avions américains des cibles faciles, mais le major Cowan ignora ces tactiques traditionnelles. Plutôt que de répondre aux défis italiens environs, il défia les idées reçues. Il négligea complètement les chasseurs italiens et persista à foncer droit sur les bombardiers qu'ils étaient censés protéger. « Restez avec les bombardiers », ordonna Cowan à ses pilotes. « Laissez-les s'approcher. » Cette manœuvre laissa les aviateurs italiens perplexes. Forts de leur expertise, les chasseurs d'escorte se tournaient toujours pour engager le combat, privilégiant les chasseurs ennemis aux bombardiers qu'ils étaient censés protéger. La course incessante des corsaires impliquait soit de la lâcheté, soit un manque d'habileté, ce qui renforça l'assurance de Toriani tandis qu'il ajustait son appareil pour un assaut anticipé sans résistance. Santini s'étonna. « Il ne se retourne même pas pour nous affronter. » Toriani jugea les Américains dénués de combativité face à ce constat. Il lança son avion dans une descente abrupte, prenant de la vitesse avant d'attaquer. Le corsaire de tête, tel une cible immobile, vola droit et à l'horizontale dans le viseur de Toriani à 350 mètres. D'une rafale de balles de son canon de 12,7 mm, il visa le chasseur américain. Cependant, la suite resta gravée à jamais dans la mémoire de Toriani. Au lieu de dévier ou d'esquiver, le corsaire grimpa rapidement et abruptement, semblant défier les lois de la physique. L'imposant moteur Pratt & Whitney, développant plus de 2000 chevaux, propulsait le chasseur à une vitesse telle que les balles de Toriani semblaient insignifiantes en plein air. En quelques instants, le corsaire avait gagné 600 mètres d'altitude et se préparait à riposter. « Madonna !» s'exclama Toriani en regardant le chasseur américain s'envoler hors de sa portée telle une fusée. Malgré ses capacités exceptionnelles, son appareil peinait à suivre la puissance de l'immense moteur du corsaire. Déjà en pleine ascension, Toriani levait les yeux vers l'Américain qui l'avait dépassé et piquait à nouveau. L'assaut du major Cowan fut une démonstration parfaite de gestion de l'énergie et de précision au tir. Il utilisa habilement le rapport puissance-poids supérieur de son appareil pour transformer l'offensive italienne en position défensive, puis profita de la formidable puissance de feu du corsaire pour mettre fin à la bataille avant même qu'elle ne commence. Des mitrailleuses de calibre 50 tirèrent à une distance de 270 mètres, créant un motif lumineux mortel dans le ciel nocturne. Chaque canon tirant 750 coups par minute, ils lancèrent un torrent de balles de 1,25 cm vers le chasseur italien à près de 900 mètres par seconde. Le déluge collectif était écrasant, atteignant 4500 coups par minute, d'une puissance destructrice capable d'anéantir n'importe quel avion en quelques secondes. L'avion de Toriani trembla à l'impact des premières balles. Les munitions de calibre 50 étaient nettement plus grosses que celles qu'il rencontrait habituellement.
Chaque balle pesait près de 57 grammes et transportait une importante quantité d'énergie cinétique. En frappant son avion, elles ne se contentèrent pas de percer de minuscules trous, mais arrachèrent en des morceaux de métal et de structure. La première rafale ne dura que 2 secondes, mais elle fut suffisante pour neutraliser le chasseur italien. Les balles transpercèrent le capot moteur, sectionnant les conduites d'huile et perforant les culasses. Le pare-brise vola en éclats, dispersant des vitres. Les câbles de commande du gouvernail furent sectionnés, limitant la manœuvrabilité de Toriani. Cependant, l'impact psychologique fut le plus dévastateur. Toriani n'avait jamais affronté une puissance de feu aussi intense. Le bruit des balles de calibre 50 frappant son avion était comparable à celui d'un tonneau en plein orage. La vibration était si intense que sa vision se brouilla et que ses mains tremblaient des commandes. Il s'exclama dans sa radio « Mon Dieu, c'est quoi ces armes ?» S'il l'avait su, cela l'aurait terrifié encore plus. La mitrailleuse Browning M2 de calibre 50 était l'arme embarquée la plus puissante de sa catégorie au monde. Initialement conçue comme arme anti-char, elle s'avéra remarquablement efficace contre les cibles aériennes et terrestres une fois adaptée à un usage aérien. Les munitions étaient de différents types, perforantes, incendiaires et explosives, chacune conçue pour une destruction extrême. Les corsaires transportaient un mélange des trois, formant un mélange mortel capable de pénétrer les blindages, d'allumer des incendies et de faire exploser les avions ennemis. À l'unisson, leurs 6 canons ouvraient un sillage de destruction quasi intenable. En voyant les appareils de ses camarades pilotes s'effondrer sous le barrage américain, le lieutenant Santini vit sa confiance se dissiper comme la brume matinale. L'assaut des corsaires fut rapide et brutal, ne laissant aucune place à la réaction ou à la contre-attaque. Un instant, Toriani plongea vers une cible apparemment vulnérable. L'instant d'après, de la fumée et des débris s'échappèrent de son appareil tandis qu'il s'abaissait vers le sol. « Alessandro !» implora Santini à la radio. « Alessandro, réponds !» Pourtant, Toriani luttait désespérément, s'efforçant de maîtriser son chasseur endommagé tandis qu'il s'écrasait vers le sol. Le moteur du Marcy était en panne, la pression d'huile chutant à 0 tandis que des fluides vitaux suintaient par les nombreux impacts de balles. Les commandes devenaient lourdes et insensibles, et de la fumée commençait à envahir le cockpit. L'éminent pilote italien, autrefois empli d'une assurance suprême au début de la journée, était désormais confronté à la sombre perspective de la mort ou de la capture. Son cher Marcy, l'avion qui avait été sa bouée de sauvetage lors de nombreuses missions victorieuses, se dégradait autour de lui. Et le chasseur américain responsable de ces dégâts avait déjà pris son envol, poursuivant de nouvelles cibles au milieu de ses camarades restants. L'assaut du major Cowan avait mis en lumière les tactiques révolutionnaires du corsaire en matière de combat aérien. Plutôt que d'endurer une bataille interminable en s'appuyant sur l'expertise du pilote et l'agilité de son appareil, il exploita les capacités supérieures de son appareil pour maîtriser les conditions d'engagement. Le combat dura à peine 30 secondes, du premier contact à l'issue décisive. Telle était la nature émergente de la guerre aérienne symbolisée par le corsaire. Vitesse, puissance de feu et économie d'énergie avaient supplanté les capacités conventionnelles de combat aérien comme facteur déterminant du succès. Des avions capables de montée et de descente rapide et d'attaque rapide et puissante allaient dominer le ciel. Les pilotes italiens survivants en firent l'expérience brutale. Santini, voulant venger son chef d'escadrille, se retrouva dans la même situation périlleuse que Toriani. Alors qu'il se préparait à attaquer l'un des corsaires, un autre chasseur américain fondit sur lui, ses 6 mitrailleuses de tirant déjà. Des balles de calibre 50 frappèrent à l'avion de Santini avec force, tels des coups de masse. Les premières balles transpercèrent le capot moteur, endommageant le compresseur et sectionnant les conduites de carburant. Une salve s'éleva ensuite le long du fuselage, fracturant la verrière et blessant Santini à l'épaule et à la jambe. La troisième salve, tirée alors que le corsaire volait à plus de 640 km/h, toucha le support d'aile et sectionna le longeron principal. L'avion de chasse de Santini se désintégra en plein vol, son aile s'effondrant vers le haut tandis que la rupture structurelle se propageait à l'ensemble du châssis. Le jeune aviateur italien, ensanglanté et à moitié conscient, eut à peine le temps de s'éjecter que son appareil explosa dans une boule de feu orange. La rapidité et la précision des attaques américaines désintégrèrent l'escadrille italienne en moins de 2 minutes. 2 avions furent détruits, un pilote tué et un autre s'abattit du ciel sous un parachute. 2 pilotes italiens, confrontés à un adversaire qu'ils ne pouvaient ni comprendre ni combattre efficacement, choisirent d'où est la voie logique, la retraite. Pourtant, cette fuite offrait peu de répit face à la puissance de feu destructrice du corsaire. Les avions américains dotés d'une vitesse et d'une capacité ascensionnelle supérieure pouvaient rapidement dépasser n'importe quelle cible.
Les Italiens se retrouvèrent de pris au piège d'un scénario sombre, poursuivis par des adversaires moins qu'ils ne pouvaient ni distancer, ni manœuvrer, ni vaincre. Les répercussions psychologiques de cet affrontement se répercutèrent sur les unités de chasse italiennes pendant des mois. Des pilotes, autrefois sur deux, affrontaient désormais un adversaire apparemment doté de talents surnaturels. Le corsaire, grâce à sa vitesse, sa puissance de feu et sa robustesse, devint quasiment invincible entre les mains de pilotes expérimentés. Mais ce qui les toucha peut-être le plus profondément, ce fut la compréhension qu'il ne s'agissait pas seulement d'une question de machine supérieure. Sur le théâtre du Pacifique, la stratégie de l'armée de l'air américaine s'éloignait du combat aérien conventionnel. Les pilotes évitaient les combats aériens traditionnels, exploitant les atouts de leurs appareils pour contourner complètement les combats à armes égales, manipulant les situations pour des victoires prédéterminées basées sur des performances supérieures plutôt que sur l'habileté. Ce changement tactique avait mûri pendant plus d'un an, tandis que les pilotes de Corsair des Marines perfectionnaient leurs compétences pour optimiser les caractéristiques distinctives de leurs appareils. Le savoir-faire acquis lors des batailles au-dessus des îles Salomon, de Rabaul et d'autres champs de bataille du Pacifique était désormais mis à profit en Méditerranée, infligeant des dégâts considérables à la puissance aérienne de l'Axe. Les aviateurs italiens qui avaient survécu à leurs premiers accrochages avec le F-4U Corsair revenaient à la base avec des récits presque incroyables. L'avion décrié, capable de s'élever comme une fusée, de plonger comme une météorite et d'une puissance destructrice, surpassant celle de n'importe quel chasseur en quelques secondes, dévoilait sa forme la plus meurtrière dans le ciel. Les prouesses meurtrières du Corsair firent le buzz parmi les groupes d'aviation italiens, mais cette prise de conscience arriva trop tard pour sauver de nombreux pilotes habitués aux stratégies de combat conventionnelles. Les tactiques qui avaient si bien servi les as italiens contre les avions alliés précédents se révélèrent de vaines et périlleuses contre le Corsair. Si le capitaine Toriani survivait à son atterrissage forcé, il ne sous-estimerait plus jamais un avion ennemi sur la seule base de son apparence. La leçon quasi fatale qu'il en tira allait redéfinir la guerre aérienne pour les décennies à venir. Dans le ciel comme dans la vie, ce n'est pas l'apparence qui compte, mais la performance lors d'un affrontement. Le F-4U Corsair fit une entrée remarquée sur le théâtre méditerranéen. Auparavant qualifié de baignoire volante par les pilotes italiens, il était désormais incontestablement l'avion de chasse le plus meurtrier du ciel. Ses pilotes maîtrisant ses capacités révolutionnaires pour transformer radicalement le combat aérien. Cependant, ce n'était qu'un début. À mesure que de nouveaux escadrons de corsaires arrivaient en Italie et que leurs pilotes acquérèrent de l'expérience au combat face à des adversaires européens, l'étendue de la suprématie de l'appareil allait être révélée. La moquerie, qui emplissait autrefois les salles d'attente italiennes, allait faire place à un silence contrasté, né de pilotes désormais intimidés par le bruit caractéristique du Corsair en approche. 3 semaines après son affrontement rapproché avec le F-4U Corsair, le capitaine Alessandro Toriani était cloué au lit d'un hôpital à Rome, le bras gauche immobilisé dans une écharpe et le visage encore marqué par des cicatrices de verre volant. L'épreuve de l'atterrissage en catastrophe était derrière lui, mais son assurance en avait pris un coup. Celui qui se moquait autrefois de l'apparence inconfortable du Corsair se retrouva maintenant trempé de sueur froide, le rugissement caractéristique de 6 mitrailleuses de calibre .50 résonnant dans ses rêves. Les aviateurs italiens revivaient leur rencontre partout sur les aérodromes du nord de l'Italie, tandis que de nouveaux escadrons de corsaires atterrissaient et se préparaient à des assauts systématiques contre la puissance aérienne de l'Axe. Le bilan psychologique était aussi destructeur que les dégâts physiques. Les aviateurs, autrefois avides de combat, inventèrent désormais des excuses pour éviter les missions où pourrait se trouver un corsaire. Le lieutenant-colonel Giuseppe Ceni, chef du 4e groupe de chasse, examinait les rapports d'après-action avec une inquiétude croissante. Au cours des 3 semaines écoulées depuis leurs premières rencontres avec les corsaires, son groupe avait subi la perte de 18 appareils et de 12 pilotes. Le taux de mortalité était sans précédent. Pour chaque corsaire déclaré détruit, 6 chasseurs italiens étaient perdus en retour. Le taux d'attrition allait démanteler les capacités aériennes italiennes en quelques mois, qualifiées de « Diavolo Blu », le diable bleu. Lors d'une conférence matinale, Ceni informa ses officiers d'état-major. Ils prétendent que le corsaire est invincible, que nos chasseurs ne peuvent l'égaler. Si nous ne remontons pas leur morale, il ne restera plus de pilotes. Cependant, remonter le moral nécessitait de comprendre ce qui rendait le corsaire si redoutable, et cette prise de conscience se fit lentement. Les analystes italiens s'efforcèrent de comprendre comment un avion solitaire pouvait monopoliser le ciel. Les témoignages des pilotes survivants semblaient irréalistes.
Des appareils supérieurs en vitesse ascensionnelle, en capacité de piquer et en puissance de feu à tous les appareils de l'arsenal italien. À vrai dire, le F-4U Corsair symbolisait une avancée considérable dans la conception des chasseurs, laissant les avionneurs européens totalement démunis. Les ingénieurs américains, plutôt que de peaufiner les conceptions existantes, initient la construction de leurs avions autour du moteur le plus puissant disponible. Le Pratt & Whitney RW800 double Wasp, propulseur du Corsair. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie doté de 18 cylindres disposés sur 2 rangées développe plus de 2000 chevaux, dépassant la puissance de la plupart des moteurs de bombardiers. Le Corsair affiche ainsi des performances stupéfiantes pour les pilotes habitués à des chasseurs moins puissants. Le major Robert Cowan, pilote des Marines qui mène l'assaut destructeur contre la formation de Torriani, saisit pleinement l'efficacité du Corsair. Dans la salle d'attente de l'aérodrome de Foggia, il inculque à ses pilotes les principes tactiques qui ont fait du Corsair le chasseur de pointe sur les théâtres d'opérations du Pacifique et de la Méditerranée. « Messieurs, déclare-t-il, le F-4U n'est pas un simple chasseur. » Cowan a expliqué à son équipe, c'est une révolution dans le combat aérien. Tous les chasseurs précédents reposaient sur les principes du combat aérien, virer, monter et manœuvrer pour prendre l'avantage sur leurs adversaires. Le Corsair renverse cette logique. On ne s'engage pas dans des combats aériens, on exécute. La stratégie tactique que les pilotes des Marines ont conçue pour le Corsair repose sur la gestion de l'énergie plutôt que sur des manœuvres conventionnelles. Le puissant moteur de l'appareil lui permet de transformer l'altitude en vitesse et de l'inverser en altitude plus efficacement que tout autre chasseur. Ainsi, les pilotes du Corsair peuvent anticiper les conditions de chaque affrontement et décider quand engager ou se replier. Notre avantage ne réside pas seulement dans la vitesse ou la puissance de feu, a ajouté Cowan. Il réside dans la maîtrise de la bataille. Nous engageons l'action lorsque nous avons l'avantage et nous replions lorsque ce n'est pas avantageux. Notre adversaire ne peut nous contraindre à une confrontation équilibrée grâce à notre vitesse constante, nos capacités ascensionnelles supérieures et notre capacité à nous échapper si la situation tourne mal. Cette adaptabilité stratégique s'est clairement manifestée lorsque les escadrilles Corsair ont lancé des opérations régulières contre les aérodromes et les usines aéronautiques italiens. Contrairement aux chasseurs alliés précédents, qui comptaient sur l'avantage numérique ou la surprise tactique, les Corsaires pouvaient attaquer des cibles fortement fortifiées avec assurance. Leur vitesse les rendait insaisissables, leur puissance de feu les rendait mortels pour tout avion rencontré et leur robustesse leur permettait d'encaisser des dégâts qui auraient détruit d'autres avions de chasse. L'aspect psychologique des opérations des Corsaires était tout aussi important que leur efficacité physique. Des pilotes italiens ont signalé des observations de Corsair même en l'absence de F-4U dans la région. Le grondement unique du moteur du Corsair, un grondement profond et guttural, différent de celui de tout autre avion de chasse, instillait la peur parmi les pilotes de l'Axe en Méditerranée. Le sergent-chef Mario Bellagamba, pilote italien expérimenté aux 15 victoires confirmées, notait ses sentiments dans son journal. Aujourd'hui, nous avons été envoyés intercepter des bombardiers au-dessus de Florence. En montant, nous avons été informés de la présence de Corsair dans les environs. Aussitôt, notre formation s'est dispersée, les pilotes jetant des regards inquiets derrière eux. Nous n'avons jamais aperçu un seul Corsair, mais la mission était vaine. Comment pouvons-nous combattre un adversaire qui nous vaincra simplement par sa présence ? La renommée du Corsair s'est accrue grâce à sa remarquable durabilité. Contrairement aux chasseurs alliés précédents, qui pouvaient être facilement abattus sans subir de dégâts des majeurs, le F-4U pouvait encaisser de lourds dégâts et poursuivre le combat. La structure du Corsair était robuste pour résister aux contraintes des opérations aéronavales, ce qui lui conféra une résistance supérieure aux dommages de combat. Le capitaine des Marines, James Zeke Sivoli, revint d'une mission au-dessus de Rome avec son Corsair criblé de balles par des canons allemands de 20 mm. L'appareil subit des impacts au niveau du moteur, des ailes et du fuselage, mais continua de fonctionner normalement. Selon Sivoli, n'importe quel autre chasseur aurait plongé. Le F-4U continua de voler comme si de rien n'était. Ce n'est pas seulement un chasseur, c'est un char d'assaut volant. Cette résilience influença considérablement l'impact psychologique du Corsair. Les pilotes italiens qui parvenaient à toucher des chasseurs américains étaient démoralisés lorsque leurs cibles continuèrent de voler, sans se laisser décourager par des dégâts qui auraient détruit leur propre appareil. Comprendre que même des attaques réussies ne pouvaient pas neutraliser un Corsair ne fit qu'aggraver une situation déjà délicate. Les prouesses du Corsair se reflétaient dans l'habileté de ses pilotes. Les aviateurs de la marine aux commandes des F-4U en Méditerranée étaient des combattants aguerris de la campagne du Pacifique, où ils avaient perfectionné leurs compétences au cœur de certains des conflits aériens les plus sanglants de la guerre.
Ils apportaient non seulement des avions de pointe, mais aussi un sens stratégique aigu et une confiance inébranlable en leurs capacités. Ces pilotes avaient affronté les redoutables chasseurs Eurofighter japonais et leurs pilotes experts, et en étaient ressortis victorieux. Les chasseurs italiens auxquels ils étaient désormais confrontés, malgré leur conception soignée et leur bravoure, ne pouvaient rivaliser avec l'expérience et les ressources des escadrilles de corsaires de la marine. La capacité de production du Corsair était aussi cruciale que l'avion lui-même, alors que la production aéronautique italienne était freinée par la pénurie de matériaux, les bombardements et les troubles politiques. Les usines américaines produisaient en masse des F-4U à un rythme effréné. En février 1944, la chaîne de production de Chanceveau produisait environ 400 Corsair par mois, Goodyear et Brewster produisant également ces avions sous licence. Cette production de masse permit de remplacer rapidement les corsaires perdus, tandis que la puissance aérienne italienne s'affaiblissait progressivement. Chaque pilote italien abattu équivalait à une perte inestimable de savoir-faire et de formation, tandis que chaque perte de corsaire était rapidement compensée par un nouvel appareil piloté par un autre pilote expérimenté. L'impact stratégique de la supériorité des corsaires devint évident lorsque la résistance aérienne italienne s'effondra au printemps 1944. Les bombardiers alliés, escortés de corsaires, commencèrent à survoler l'Italie avec une relative liberté. Les usines aéronautiques italiennes, frappées par des pénuries de matériaux, furent méthodiquement détruites. Les unités de chasse italiennes restantes furent contraintes d'adopter des stratégies progressivement défensives, préservant leurs ressources qui s'épuisaient pour des missions cruciales. Le capitaine Toriani, se remettant de ses blessures et songeant à son affrontement avec le corsaire, commença à saisir les conséquences profondes de sa rencontre. Dans son journal, il nota « Nous étions engagés dans le dernier conflit tandis que les Américains préparaient à le suivant. Nos précieux maquis étaient donc conçus pour la guerre aérienne dès 1940, mais le corsaire symbolise 1950. Nous ne sommes pas seulement surclassés. Nous sommes dépassés. » Cette idée s'imprégnait dans l'armée de l'air italienne, de plus en plus de pilotes constatant l'efficacité dévastatrice du F-4U. Cet avion, autrefois jugé laid et peu esthétique, se révélait être le chasseur le plus sophistiqué au monde, incarnant des concepts et des méthodes de fabrication bien au-delà des standards européens. La conception atypique du Corsair, avec ses ailes de mouette inversées, déconcertante au départ pour les observateurs italiens, était en réalité une prouesse d'ingénierie lui permettant d'allier les avantages d'un moteur puissant aux exigences structurelles du déploiement sur porte-avions. Sous son imposant nez se cachait non seulement un moteur, mais le groupe motopropulseur le plus avancé de l'aviation, doté de technologies sophistiquées de suralimentation et d'injection. Les 6 mitrailleuses de calibre 50 qui ravageaient le chasseur de Toriani étaient d'une importance capitale, marquant un changement radical dans la stratégie d'armement des chasseurs. Les concepteurs européens préféraient des armes de plus légères et plus rapides à cadence de tir, tandis que les ingénieurs américains privilégiaient la puissance destructrice pure de chaque obus. Ainsi, le système d'armes était capable d'anéantir n'importe quel avion d'une simple rafale. À l'été 1944, l'influence des opérations du Corsair dépassait le cadre tactique immédiat. La supériorité psychologique du F-4U écrasait la détermination des aviateurs italiens à poursuivre le combat. Le moral se dégrada rapidement à mesure que se répandaient les rumeurs sur l'invincibilité des avions américains. Des pilotes expérimentés commencèrent à demander leur transfert vers des missions au sol ou disparurent, réticents à affronter un adversaire contre lequel ils n'avaient aucune chance. Les rares pilotes italiens d'élite qui persistèrent à voler développèrent des stratégies uniques pour échapper aux engagements des corsaires. Ils n'attaquaient que lorsqu'ils étaient assurés de l'absence de F-4U et se retiraient instantanément dès qu'ils apercevaient le chasseur américain caractéristique. Ces manœuvres défensives sauvèrent quelques avions italiens, mais elles rendirent également la puissance aérienne italienne quasiment inefficace en Méditerranée. En septembre 1944, 7 mois seulement après les premiers affrontements avec les corsaires, la résistance aérienne italienne organisée avait quasiment disparu. Les rares unités de chasse survivantes restèrent de simples forces symboliques, leurs pilotes démoralisés et leurs avions usés. La Regia Aeronautica, initialement une force respectée et puissante, fut méthodiquement décimée par un adversaire incarnant une nouvelle ère du combat aérien. La suprématie du Corsair en Méditerranée allait perdurer après la Seconde Guerre mondiale. Les principes stratégiques inculqués par les aviateurs de la marine, notamment la conservation de l'énergie, la puissance de feu supérieure et l'avance technologique, allaient sous-tendre les stratégies de chasse de l'ère des avions à réaction.
Le F-4U prouva que dans la guerre aérienne contemporaine, l'avion présentant le meilleur équilibre entre vitesse, puissance de feu et durabilité régnait en maître, quelles que soient tous les prouesses du pilote ou les considérations tactiques conventionnelles. Malheureusement, pour les pilotes italiens qui se moquèrent du Corsair, la leçon fut apprise tardivement et à un prix exorbitant. Le capitaine Toriani, confiné à vie suite à ses blessures, passait ses journées à se remémorer la cacophonie de ses 6 mitrailleuses de calibre 550 et la puissance destructrice de l'avion qu'il avait autrefois qualifié de baignoire volante. Le F-4U Corsair démontra qu'en temps de guerre, comme dans la vie, les apparences peuvent être trompeuses. Cet avion, apparemment maladroit et étrange, transforma le combat aérien, introduisant des idées et des capacités qui allaient façonner la conception des avions de chasse pour les années à venir. Ceux qui raillaient ses ailes courbées et son nez massif en tirèrent la leçon la plus cruelle. L'avenir de la guerre aérienne ne résidait pas dans la beauté, mais dans la létalité. Les sons joyeux qui résonnaient dans les cockpits italiens au début de l'année 1944 ont laissé place à un silence assourdissant, celui des pilotes qui tremblent désormais au son caractéristique de l'approche du Corsair et celui de ceux qui ont découvert trop tard que le Diable bleu n'était pas une plaisanterie. Le F-4U a inauguré une nouvelle ère de la guerre aérienne où la suprématie technologique et l'ingéniosité stratégique ont pris le pas sur la coutume et l'expertise. En fin de compte, les premières des réactions des pilotes italiens face au Corsair furent justifiées mais désastreuses. Ils évaluèrent l'avion en fonction de son apparence plutôt que de son potentiel, une erreur de jugement qui leur coûta leur armée de l'air et pour plusieurs, la vie. Le F-4U Corsair leur a enseigné une leçon qui allait se répercuter tout au long de l'ère des avions à réaction et au-delà. Dans l'arène meurtrière du conflit aérien, ce n'est pas l'apparence qui compte, mais la puissance destructrice d'un adversaire au moment du combat.